voilà, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup pour répondre et pour un petit peu casser la rhétorique de Victor Ferry. Casser la rhétorique de Victor Ferry. Bonjour, soyez les bienvenus, je suis content de vous retrouver. Et oui, nous voilà déjà de retour. Je vous avais dit qu'avec ce format, on partait sur une base mensuelle. À terme, c'est vers ça qu'on va aller. Mais vous savez, quand je crée un nouveau format, c'est un petit peu comme si j'avais un nouveau jouet. J'ai envie de le tester, j'ai envie de jouer avec. Et donc, on va explorer encore un peu le concept. Depuis la dernière vidéo que je vous ai faite, mes trolls ont été plutôt actifs. Il y a par exemple un type qui a créé une chaîne YouTube pour parler de moi. Il a été adoubé par notre cher ami. Donc c'est parfait, merci, bienvenue dans le game. On va le laisser grandir un petit peu et on va le cueillir quand il sera mûr. Mais de façon générale, l'objectif de tout ça, ça va être d'en tirer quelque chose de positif. Je suis très content qu'il y ait des gens qui prennent le temps de discuter mes idées. Je voudrais juste parvenir à les pousser à le faire comme des adultes, c'est-à-dire de les amener à se passer de tous les stratagèmes qui visent à attiser la haine de leur communauté. Et donc, au fur et à mesure des analyses, je pointerai systématiquement ces stratagèmes. Mon autre objectif, évidemment, c'est de leur faire prendre conscience, ou peut-être surtout de faire prendre conscience à leur public, que les dealers d'opinion sont toxiques. C'est toxique de faire des contenus dont la finalité est de dire « Regardez, nous on est les gentils, le camp d'en face c'est les méchants, regardez comme ils sont bêtes, regardez comme ils sont méchants, en comparaison nous sommes le camp du bien ». Ça, c'est le meilleur moyen de faire stagner son public. Et les contenus qui devraient vraiment retenir votre attention, ce sont les contenus qui développent vos connaissances et vos compétences. À propos de compétences, on va voir si le jeune homme qui prétendait casser ma rhétorique avait les moyens de sa politique. Commençons par faire le point sur notre fonds d'investissement du drama. Voici le rendement de l'épisode 1 du drama productif après 2 jours de monétisation. Il nous a rapporté 34,94 €. Si on ajoute à ça les deniers récoltés par les 2 autres vidéos de la playlist, nous avons récolté 37,56 € depuis la dernière fois, et cela porte la cagnotte du fonds d'investissement du drama à 153,41 €. Nous allons voir ce que nous allons faire de cet argent, mais d'abord, voyons comment mon adversaire du jour va casser ma rhétorique. Je commence par vous donner un peu de contexte. Il y a quelques mois, j'ai lancé un nouveau format sur ma chaîne qui s'appelle Je te défie, et donc l'objectif avec ce format, c'est de faire revivre le format de la tirade, à savoir de longs discours argumentés, parce que je pense que ce format de la tirade permet d'aller plus loin dans la discussion des idées, plus loin dans la profondeur de la pensée, que ne le peut le débat, qui est souvent quelque chose qui relève plus du spectacle superficiel. Et donc, pour le premier épisode, j'ai choisi François Bégaudeau. Et si j'ai choisi François Bégaudeau, c'est parce que je le trouve intéressant intellectuellement, et je le trouve compétent au plan rhétorique. Et donc dans ce format, ce que je fais, c'est qu'il y a une première partie où j'essaie d'identifier les forces rhétoriques de mon adversaire du jour, et une fois que je les ai, je fais un discours dont le but est d'utiliser les forces que j'ai identifiées et d'exploiter également les failles que j'ai identifiées. Donc il se trouve que Bégaudeau a vu cette vidéo et a dit « bon, peut-être je répondrai un jour si j'ai le temps », mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bégaudeau, c'est un saint auprès d'une partie de la gauche radicale, tendance intello aisée. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont voulu me répondre, qui se sont sentis attaqués par ce discours, et en l'occurrence mon adversaire du jour qui, si j'ai bien compris, s'appelle Lisandre. On va essayer de le défendre en son absence. Je ne sais pas si lui répondra à cette mise en demeure, parce que voilà, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup pour répondre et pour un petit peu casser la rhétorique de Victor Ferry. Mais je m'avance. On va évidemment d'abord regarder la vidéo dans l'intégralité. On va donc visionner son live et essayer de contrer ses tentatives de réfutation au fur et à mesure. Sur la première partie de ma vidéo, donc quand il analyse ma première partie de vidéo, il n'a pas grand chose à dire et il doit reconnaître, c'est tout à son honneur, que j'ai bien fait le travail. Alors jusqu'à présent, c'était plutôt honnête de ce que j'ai vu des interventions de Bégaudeau. C'était un résumé plutôt honnête de la pensée de Bégaudeau. Donc jusqu'à présent, pas grand chose à redire honnêtement. Donc cet interlocuteur, de ce que j'en ai vu, je refuse de le présenter comme un troll parce que à aucun moment je l'ai vu utiliser d'agressivité inutile à mon égard. Par contre, il a utilisé des stratagèmes de polarisation avant de discuter ma pensée dont il aurait pu se passer. Je vais vous présenter les 2 principaux. Voici le premier. Très bien, on va écouter avec attention ce défi lancé par Victor Ferry, le maître de la rhétorique.
Alors, ça vous verrez que c'est une attaque qui revient très souvent chez mes adversaires, donc cette tentative de me faire passer pour quelqu'un de prétentieux, pour quelqu'un qui prend les gens de haut. Et donc c'est quelque chose qui est très efficace, parce qu'il n'y a rien que le public déteste plus que ceux qui se croient supérieurs. Et je vous avais d'ailleurs dans une vidéo analysé l'utilisation de cette technique par Nicolas Sarkozy face à Dominique Strauss-Kahn, où il lui donnait du monsieur le professeur, arrêtez de vous prendre pour le grand professeur, etc. Je vous mets la vidéo là, ça peut être intéressant de revoir ça. En l'occurrence, c'est une attaque qui tombe à plat parce que précisément, tout le travail que je fais sur ma chaîne, ça consiste à ce que ce soit vous, les héros de l'aventure. C'est pour ça que mon émission s'appelle Parle, et c'est pour ça qu'on passe autant de temps à faire des exercices sur cette chaîne secondaire, et que j'essaye de mettre vos productions en avant. Venons-en au deuxième stratagème que je voulais vous signaler. En réalité, bon, il n'est évidemment pas SDF, il est devant une bibliothèque de bourgeois, vous l'avez bien compris, mais ce que je veux dire, c'est que qu'il ait des diplômes, pas de diplômes, qu'il soit prolétaire, bourgeois, au fond, on s'en fout, on va s'intéresser au fond de ce qu'il raconte. Ça, c'est très fort. Regardez, il est devant une bibliothèque de bourgeois, mais ça ne nous regarde pas, nous sommes là pour parler du fond. Donc dans la même phrase, il parvient à m'attaquer sur mon ethos, tout en prétendant qu'il est là pour parler de mon logos. Parce que l'objectif, évidemment, avec ça, c'est que son public m'associe des stéréotypes négatifs. Bourgeois, donc privilégié, donc exploitant, donc déconnecté du monde, donc tout va bien pour lui, donc ennemi des pauvres prolétaires que nous sommes. Alors, bourgeois, moi je veux bien. Si être un bourgeois, c'est aspirer à s'élever socialement et culturellement, j'ai aucun problème à dire que je veux être un bourgeois, et j'ai aucun problème non plus à dire que c'est ce que je souhaite à l'ensemble des gens qui me suivent. C'est pour ça que je me bats. C'est pour que les gens qui sont dans mon public aillent plus haut que je n'aurais réussi à aller. En tout cas, il faudra qu'il m'explique ce qu'il entend précisément par bourgeois, parce que, en l'état, ça ressemble surtout à un stratagème pour discréditer ma personne avant de me discuter. Et j'ajoute que la catégorisation, c'est le cancer de l'argumentation. Parce que si vous voulez avoir des échanges fructueux avec les autres, il faut vous adresser à la personne, pas à la catégorie. Et c'est pour ça que je vous avais fait cette vidéo qui vous donne des techniques pour avoir des conversations plus riches, des conversations où vous allez pouvoir dépasser les stéréotypes pour pouvoir permettre à l'autre d'exprimer ce qu'il y a de vraiment spécifique dans son expérience. Quoi qu'il en soit, avec ce genre de stratagème, mon adversaire s'assure que son public va aborder ma réflexion sans rigueur ni bienveillance. Voyons donc maintenant ce que mon adversaire du jour a à dire sur le fond de mon discours. Je vais vous donner un peu de contexte, parce qu'il faut que je vous résume à grands traits le discours que j'avais adressé à Bégodeau, parce que c'est ce discours que mon adversaire cherche à réfuter. En analysant la rhétorique de Bégodeau, j'ai remarqué qu'il utilisait souvent deux techniques bien connues des rhétoriciens, et je vous renvoie à l'article de Perelman, Les notions et l'argumentation, dans le recueil Rhétorique. La première de ces techniques, c'est de faire imploser un concept au cœur de la pensée de son adversaire. Par exemple, face à un identitaire, il va dire « Tu dis qu'il y a une identité française, mais compte en commun Brigitte Bardot, mon banquier, Omar Sy et l'équipe de rugby de Brive-la-Gaillarde ». Il s'agit donc de montrer que le concept, en l'occurrence identité française, comprend trop d'éléments dissemblables à l'intérieur pour former un tout cohérent. L'autre technique qu'il utilise, c'est d'associer ce que son adversaire voudrait dissocier. C'est comme ça qu'il terrorise ses petits copains de la gauche parisienne. Ah, tu crois que tu peux te prétendre de gauche parce que tu as voté Macron face à Le Pen, mais c'est la même politique de préservation du capitalisme, rien ne les distingue sur le fond. Et donc, en utilisant ces deux techniques, j'ai trouvé que ce serait intéressant de faire un discours où je ferais éclater le concept de bourgeoisie de Bégodeau, alors que c'est bien autour de ce concept qu'il organise sa compréhension du monde. Et deuxièmement, je trouvais que ce serait intéressant de créer un concept de capitalisme dont Bégodeau serait, même si c'est inconsciemment, l'un des promoteurs. Maintenant que vous avez ça à l'esprit, on va dérouler l'analyse que Lisandre a fait de mon discours à Bégodeau, et je réfuterai au fur et à mesure ses attaques. Compte en commun le propriétaire d'une boucherie à Rouen, le petit mec qui possède une agence de com dans le 11e, et le grand patron de Schneider Electric, d'Air Liquide ou de Total. Ils ont une boutique, mais est-ce que tu penses vraiment qu'ils ont les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, le même imaginaire, les mêmes revendications ? Alors, attention, hein, c'est pas du tout ce qu'a dit Bégodeau. Il a pas du tout dit que tous les gens qui participaient au capitalisme en tant que petits patrons avaient les mêmes valeurs, le même imaginaire. Il a dit ils ont les mêmes intérêts. C'est pas la même chose, ils ont les mêmes intérêts. Et oui, le petit patron de start-up, le patron de Schneider et le patron d'une boucherie, ils ont intérêt à ce que le marché capitaliste prospère dans un sens qui leur, voilà, qui est dans leur intérêt. Donc
Voilà, c'est réel en fait. C'est pas, tu n'as pas démonté le capitalisme avec ta petite démonstration. Alors, ici, il me coupe un peu trop tôt parce que j'allais venir à cette notion d'intérêt, mais je maintiens que l'imaginaire, les revendications, l'aspiration, les valeurs sont essentielles pour déterminer si les membres d'un groupe vont pousser dans le même sens. Et donc, si dans ta soi-disant classe sociale, tu as par exemple autant des gens qui seraient prêts à fermer les frontières, qui seraient prêts à sortir de l'Union européenne, qui seraient prêts à plus de protectionnisme, et dans ce même groupe, il y a des gens qui au contraire ont besoin d'une mondialisation toujours plus poussée parce que leurs chaînes de production sont éclatées sur différents continents, mais ces gens n'ont rien à faire ensemble. Ils tirent dans des directions opposées. Donc cette classe sociale ne vaut rien. Donc il dit, regardez, c'est hétéroclite, il y a le petit boucher, il y a le patron d'Amazon, ça n'a rien à voir, ces choses-là n'ont rien à voir. Oui, mais bah si, puisqu'au final, le système de production, ça reste un système de production capitaliste où le patron a la propriété privée des moyens de production, c'est lui qui capte la valeur créée, qui capitalise dessus. Voilà, dans ce sens-là, bah oui, ça reste l'organisation capitaliste de la société, en fait. Alors, quand on entend quelqu'un comme ça balancer des concepts, ça peut intimider, mais dites-vous bien que le jargon marxiste, c'est un petit peu comme le jargon des start-upers. Ouais, on se fait un call à Zap pour checker l'update du process. Quand on regarde de près, on se retrouve avec des concepts qui créent du flou plus qu'ils ne permettent de mordre sur le réel. Ainsi, quand mon interlocuteur dit que les patrons, la propriété privée des moyens de production, ce qui leur permet de capter la valeur créée, je pense qu'il fait référence à la théorie de la plus-value chez Marx. Le problème, c'est qu'il y a un consensus pour dire que cette théorie ne correspond à aucune réalité. La plus-value chez Marx, c'est simplement un concept qu'il a créé de façon ad hoc pour justifier l'idée que les travailleurs sont exploités. Et donc il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi pour débunker ce concept, mais comme mon interlocuteur l'utilise ici pour prétendre qu'il est du côté du réel et pas moi, je me dois de réagir. Quelle est donc cette théorie de la plus-value chez Marx ? Dans l'esprit de Marx, le travailleur, au cours d'une journée, va donner son temps contre l'argent nécessaire à sa survie, il va gagner un salaire pour lui permettre de vivre et d'entretenir sa famille. Mais en fait, il va travailler plus que le temps nécessaire à gagner ce salaire, et ce surplus de travail est injustement capté par le patron pour jouer au golf, remplir le réservoir de sa Ferrari et investir le reste. Donc, dans une entreprise, il y aurait, selon Marx, de l'argent qui rentre grâce aux produits vendus, mais au lieu que cet argent soit réparti de façon équitable entre les travailleurs, des vilains capitalistes ponctionnent le surplus. Le problème, c'est que quand on s'intéresse au fonctionnement réel d'une entreprise, on se rend compte que c'est très difficile de tracer une ligne entre ce que seraient des vrais travailleurs et des vilains capitalistes exploiteurs. On se rend compte qu'à tous les niveaux de la hiérarchie, les gens tendent à être payés en fonction de leur rapport. Je dis bien tendent à être payés. Ce n'est jamais parfait, on parle du vrai monde. Mais si vous vous amusez à payer grassement des incompétents au poste de management et de direction, vous vous faites éclater par la concurrence. Et juste pour rappel, les patrons travaillent en moyenne 62 heures par semaine. Certains prennent de bonnes décisions, d'autres non, mais en tout cas, c'est pas franchement l'emploi du temps de quelqu'un qui se tourne les pouces en exploitant les autres. Alors, peut-être que ce sont les actionnaires, les exploitants, les vilains bourgeois tyranniques. Eh bien, il se trouve que les actionnaires ne sont pas passifs. Plus on détient un pourcentage important dans une boîte, et plus le travail de supervision prend du temps. Ce sont les actionnaires qui doivent veiller à ce que le patron gère bien les finances et que ses plans stratégiques tiennent la route. Pourquoi ? Parce que les actionnaires ont intérêt à ce que leur bille soit dans une boîte rentable et durable. Donc tu peux disséquer autant que tu veux le fonctionnement d'une vraie boîte, tu vas jamais tomber sur cette fameuse plus-value marxiste qui serait raptée par les capitalistes tyranniques. Et je précise que ce n'est là qu'une manière de débunker son concept de plus-value, il y en a bien d'autres. Ceci étant posé, on va atteindre le cœur de mon propos et le cœur de sa critique. Mais qui façonne le monde, François ? Depuis que Jeff Bezos a créé sa petite boutique Amazon, est-ce qu'il s'est battu pour préserver l'état du monde, ou est-ce qu'il l'a profondément modifié ? Et quand Reed Hastings a fait évoluer sa petite boutique de DVD pour créer la pieuvre Netflix, est-ce qu'il était agrippé au statu quo, ou est-ce qu'il l'a profondément transformé ? Ce que j'essaie de te dire... Non mais ça n'a aucun sens. Mon petit bonhomme, ça n'a aucun sens, c'est chaud. C'est bon, alors on va répondre quand même, parce que même si ça paraît quand même assez évident, Amazon et Netflix, ils ont juste changé quelques modalités marginales du capitalisme, mais c'est précisément des entreprises capitalistes qui ont pu devenir aussi grosses et aussi voilà, tentaculaires parce que c'est un régime capitaliste. Parce que c'est un régime de capitalisation de la valeur créée. C'est juste que voilà, Jeff Bezos, il a eu la bonne idée au bon moment, si on veut, dans la version la plus, la plus neutre possible, on va dire, et il s'est retrouvé à la tête d'Amazon, voilà, par son travail, j'en sais rien, mais en tout cas en capitalisant sur la richesse créée par d'autres, c'est-à-dire
le système capitaliste, quoi, tout simplement. Sa réfutation est donc de dire que des gens comme Bezos ou Hastings n'ont pas modifié le statu quo, ils n'ont fait que amender à la marge les modalités du capitalisme. Et ça, cette minimisation des profondes transformations que nous vivons est une conséquence du fait que les lunettes marxistes déforment la réalité. Amazon est une révolution profonde du commerce de détail. Netflix est une révolution profonde de la culture. Facebook est une révolution profonde de la manière dont nous créons, dont nous échangeons, dont nous consommons les informations et aussi de nos rapports sociaux. Et je parle même pas de Google. Mais comme dans une perspective marxiste, on juge le monde à l'aune d'un monde qui n'existe pas, à l'aune d'une utopie, qui d'ailleurs, toutes les fois qu'elle a été instanciée, a tourné à la dystopie, eh bien, on peut regarder les évolutions du monde actuel en disant « c'est pas grand-chose à côté du grand soir ». Et attention, c'est très important d'avoir des utopies, c'est très important de juger ce qui est à l'aune de ce qui n'est pas ou de ce qui pourrait être, mais il faut pas non plus que ça nous aveugle sur les vraies forces qui façonnent le monde actuel. Et donc, je ferai à mon interlocuteur exactement la même critique qu'à Bégodeau, les lunettes marxistes rendent ringard. Et on voit bien qu'on est dominé par des entreprises capitalistes qui ont entre leurs mains l'avenir écologique de la planète, nos avenirs à titre personnel. Moi, par exemple, je travaille avec Twitch et YouTube. Sur Twitch et YouTube, mon avenir est complètement dépendant de si ces plateformes tolèrent mon contenu ou pas, de comment ça évolue, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas de faire, etc. Je ne suis pas totalement libre parce que je n'ai pas les moyens de production. Je n'ai pas la propriété des moyens de production. Donc, voilà, il y a des choses à changer, toujours, en fait, depuis 250 ans que marxisme existe, donc... On va garder le chapitre de l'écologie pour une prochaine vidéo parce que c'est évidemment un enjeu majeur, mais qu'est-ce qu'on voit à ce stade? On voit un homme qui est en train de se plaindre d'être dominé, alors même que les entreprises qui soi-disant le dominent lui ont donné le pouvoir de diffuser, de partager ses idées comme jamais auparavant dans l'histoire. Donc moi je te donne 2 projets si tu veux briser tes chaînes. Premier projet, tu t'appuies sur l'audience que tu as déjà créée pour cofinancer un nouveau réseau social où tu pourrais dire absolument tout ce que tu veux. Deuxième projet, tu décides de mieux monétiser ta chaîne en créant du contenu qui apporte de la valeur à ton public, et puis pourquoi pas, avec cet argent, tu achètes des actions de Google en passant par un courtier qui permet les fragments d'actions, hop, 10 € et t'es déjà un petit peu propriétaire des moyens de production. Alors imagine que tu sois motivé et que tu fasses du bon travail, tu vas vite briser les maillons de tes chaînes, parce que changer le monde c'est très bien, mais il faut déjà se lever le matin. Tout ça pour dire que oui, évidemment, il y a des choses à changer dans le monde actuel, mais qu'on agit d'autant mieux qu'on n'a pas trop de chimères dans la tête. Imaginons donc un instant que ta dialectique marxiste t'empêche de percevoir que tu es partie prenante de la nouvelle mise à jour du capitalisme. Cette mise à jour, quelle est-elle? Eh bien, nous vivons aujourd'hui à l'heure du capitalisme inclusif. C'est ça le monde que les boutiquiers en chef ont contribué à façonner. C'est ça le nouveau statu quo. Un monde dans lequel chaque citoyen... Il sort la carte du wokisme. Pas toi, Victor. Tu nous avais habitué à mieux, là, le maître de la rhétorique. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de wokisme, donc c'est un moyen à peu de frais de discréditer mon propos. Mais passons. Le citoyen a le droit d'être reconnu dans chacune de ses spécificités ethniques, culturelles, sociales, sexuelles, le tout afin de pouvoir lui proposer des contenus et des produits toujours plus ciblés. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Et maintenant, dis-moi François, qui... Alors, pour informer Victor Ferry, c'est le monde dans lequel on vit depuis au bas mot 150 ans, le monde du marketing, etc. C'est juste qu'aujourd'hui, les modalités, encore une fois, du capitalisme s'ajustant, le marché cherchant à maximiser son profit, il s'adresse des catégories de la population en espérant leur vendre des choses. Ça, c'est un truc qui est réel, mais c'est juste c'est presque anecdotique, en fait, dans la vision plus globale du capitalisme, de l'extraction des ressources, de la prise de la propriété privée des ressources, des guerres que se font les pays pour contrôler ces ressources, du capitalisme impérialiste, etc. C'est ça la réalité. C'est pas que McDo a fait une pub avec un arc-en-ciel ou que Apple a changé son avatar Twitter. Ça, en fait, on s'en fout. Donc là, il me semble qu'on touche au cœur du désaccord parce qu'il cherche à minimiser les choses que je trouve fondamentales pour comprendre le monde actuel et il cherche à amplifier des choses qui, de mon point de vue, sont non pertinentes. Donc,
Non, ce que j'appelle le capitalisme inclusif n'est pas quelque chose d'aussi vieux que le capitalisme, et encore moins quelque chose d'anecdotique. Dire ça, c'est complètement nier la révolution des réseaux sociaux, la collecte massive de données de plus en plus précises, la segmentation des consommateurs, y compris ce qui touche à la consommation de produits culturels et informationnels. Nous avons donc une évolution technologique dont l'implication n'est pas seulement de permettre aux boîtes de vendre plus et mieux, mais de segmenter la population dans des bulles culturelles de plus en plus restreintes et de plus en plus hermétiques. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, mais ça ne change pas fondamentalement le monde. Ce qui change le monde, ce sont les capitalistes qui se font la guerre pour les ressources. Mais j'espère que tu réalises que la compétition pour les ressources, c'est pas l'histoire du capitalisme, c'est l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien là de nouveau sous le soleil. Ce qui est nouveau sous le soleil, c'est que l'humanité n'a jamais été aussi segmentée. Et la vraie zone de conflit à l'heure actuelle, le rapport de force authentiquement propre à notre temps, c'est est-ce qu'on accompagne ce processus de segmentation et de fragmentation de l'humanité en des identités toujours plus restreintes, ou au contraire, est-ce qu'on essaie de faire revivre des catégories d'appartenance plus traditionnelles, plus larges, parce qu'on considère que c'est là qu'il y a un niveau pertinent pour la conscience et l'action politique. Et ce que je dis dans mon discours à Bégodeau, c'est que celles et ceux qui emboîtent le pas de cette idéologie de la segmentation de l'humanité font le jeu de la dernière mise à jour du capitalisme. Et il suffit d'ailleurs de lire la lettre que la PDG de YouTube envoie tous les ans et de comparer sa rhétorique à celle de l'extrême gauche pour se rendre compte qu'ils vont dans le même sens. Alors que nous nous installons en 2021, beaucoup d'entre nous essaient toujours de digérer ce que nous avons vécu au cours de l'année écoulée. L'attaque déchirante contre le Capitole des États-Unis, la pandémie, les saisons électorales controversées et les catastrophes naturelles comme les incendies de forêt en Australie ou en Californie. Nous sommes aujourd'hui enfin réunis pour plaider en faveur de la justice sociale, nous rappelant que les effets du racisme systémique se font encore sentir chaque jour dans le monde. Et attention, moi je trouve ça très bien. Si YouTube parvient vraiment à identifier des créateurs qui sont désavantagés et à trouver des moyens de les pousser, bah tant mieux, moi je suis pour l'égalité des chances. Alors oui, tu vas dire que tout ça c'est de la communication, les capitalistes s'adaptent parce que la justice sociale est tendance. C'est certain, il y a du pinkwashing, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une volonté chez les marketeurs de s'adresser à des niches, à des cibles, parce qu'ils ont compris que les jeunes maintenant fonctionnaient dans des cercles qui sont beaucoup plus petits et que le truc de masse fonctionnait un peu moins. Donc le but c'est de trouver ces niches et de massifier ces niches pour leur vendre des choses. Ça c'est une réalité, encore une fois, du capitalisme. Donc c'est pas le capitalisme qui est devenu le capitalisme inclusif, c'est juste les modalités actuelles du capitalisme parce que c'est ce qui vend, c'est ce qui marche. Mais virer Trump de Twitter, c'est un acte politique fort. Faire la chasse aux identitaires, ce sont des faits, ce sont des actes politiques forts. C'est là qu'il y a une vraie ligne de conflit. Et quand on dit oui, mais c'est des capitalistes qui se tirent dans les pattes sans remettre en cause la profonde structure du système, c'est encore une fois juger le monde depuis le point de vue d'une utopie. C'est sûr que pour un martien, tous les hommes se ressemblent, mais il faut redescendre sur Terre. On est aujourd'hui dans le monde de Zemmour et de Suzanne Wojcicki, on n'est plus dans le monde de Lénine et Roosevelt. Il résulte de ce qui précède que, jusqu'à preuve du contraire, je maintiens mes 2 points. Premièrement, le concept de bourgeois chez Bégodeau ne tient pas, parce que dans sa fameuse catégorie des bourgeois comme des boutiquiers qui cherchent à préserver le statu quo, on peut trouver aussi bien des gens qui sont des identitaires protectionnistes que des mondialistes inclusifs, alors même que c'est entre eux que se situe la fracture la plus fondamentale pour comprendre les rapports de force du monde actuel. Deuxièmement, je maintiens que quelqu'un comme Bégodeau sert la nouvelle mise à jour du capitalisme, parce que se battre pour la justice sociale, c'est très bien, mais cela a pour conséquence de faire émerger de nouvelles bulles identitaires qui se verront proposer des produits culturels et marchands toujours plus ciblés. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parce que vous allez voir que mon interlocuteur va se réfuter tout seul. Dans la dernière partie de mon discours, j'essaie de montrer que des notions comme nation, patrie, France ont une fonction sociale utile quand on les prend dans leur sens épidictique. C'est le sens de mon propos ici. Dans le cadre d'un moment de communion, il est bon de nous rappeler que nous avons de grands auteurs, que nous avons de grands penseurs, que nous avons des héros dont il s'agirait d'être dignes. Ce nous dont je te parle est un nous qu'en rhétorique on appelle épidictique. Ce n'est pas ce nous figé que les sociologues, les philosophes et les historiens se réjouissent de ne jamais trouver. Il s'agit du nous que l'orateur parvient parfois, le temps d'un discours, à actualiser. C'est un nous qui est évanescent,
mais qui est important. C'est un nous qui nous rend fiers et qui nous dispose à agir. C'est un nous qui lutte contre l'anomie, le mal de notre temps. C'est un nous sur lequel la fraternité, donc la vraie solidarité, peut se bâtir. Et donc sa première réaction, ça va être de dire « oui c'est bon, on a compris ton truc, en fait tu nous dis qu'il faut manipuler les gens ». Vision de la politique comme ça, c'est vraiment de l'affect, et en gros ce qu'il dit c'est voilà, c'est utile pour manipuler les gens, quoi. La France éternelle et magique, la France, le roman national français, la vraie France qui a existé pendant des millénaires, est-ce que vraiment ça a existé? Moi j'ai l'impression qu'on est dans le domaine de la religion presque, de la spiritualité, de croire à des choses qui nous font du bien. Mais juste après, il va se rendre compte qu'il a lui aussi besoin d'utiliser l'épidictique. Lui aussi, il a besoin de ce nous épidictique. Là où je comprends ce qu'il dit, c'est vrai que le côté utiliser le nous dans le discours, moi je le fais en fait. Je le fais dans les émissions parfois et je parle de nous, la gauche, nous, les gens qui se reconnaissent dans ces idées et à travers tous les pays en fait. C'est pas nous, la gauche française, vous voyez. Il y a Moni qui est en Colombie, il y a des gens en Belgique, en Suisse, au Maroc. Enfin, on en connaît quasiment de partout. Des gens qui nous écoutent et donc ce nous, voilà, il nous rassemble tous d'où qu'on vienne, d'où qu'on soit et ce nous-là me paraît plus important que le nous national, le nous qui parfois très vite vire vers le racisme en fait. J'espère qu'il aura au moins appris ça. Toute communauté a besoin, pour conserver un certain niveau d'harmonie entre ses membres, de faire de temps en temps des discours qui permettent de célébrer ce qui nous lie et d'ignorer temporairement nos différences. Et ces discours en rhétorique, ça s'appelle des discours épidictiques. À l'issue de cette analyse, eh bien, je ne vais pas conclure que j'ai raison et qu'il a tort. J'ai simplement montré que mon point de vue est plus subtil que ce qu'il en a fait voir à sa communauté et qu'il aurait donc été judicieux de me discuter avec plus de prudence et plus de bienveillance. Et pour finir, je vais donc m'adresser directement à mon interlocuteur. Je te remercie d'avoir consacré du temps à discuter mes idées et si tu le souhaites, je t'invite bien volontiers à venir présenter chez moi dans un format live ta vision d'un monde plus beau et on aura une conversation fraternelle autour de ça. Et maintenant, il va être temps de récupérer un peu de propriété privée de moyens de production et de briser quelques maillons de nos chaînes. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons appliquer la taxe Monde Plus Beau à l'argent qui a été récolté par la playlist du drama. Cela va me permettre de faire un don pour encourager un créateur qui, de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, se bat pour un espace public qui fait la part belle aux connaissances et aux compétences. Il a une chaîne où il nous parle régulièrement de philosophie, c'est orienté aussi esprit critique, donc comment est-ce qu'on réagit à des polémiques en restant intelligent. Regardez par exemple la vidéo qu'il a faite sur la polémique autour du drapage de l'Arc de Triomphe, et il essaie également de lancer une chaîne secondaire qui est plus un atelier d'écriture, donc vraiment abonnez-vous à sa chaîne, poussez-le, portez-le, je pense qu'il aura de très belles choses à apporter à la société. Je précise bien sûr que le fait que je soutienne un créateur, ça ne veut pas dire que je cautionne tout ce qu'il a dit par le passé ou tout ce qu'il dira demain, etc. Cela ne veut pas non plus dire qu'il est lié à moi, qu'il cautionne tout ce que j'ai dit ou tout ce que je pourrais dire demain. Je vous remercie également vous tous parce que vous avez déjà commencé à me faire des suggestions de créateurs, d'œuvres que je pourrais soutenir, donc je suis en train de regarder tout ça, donc continuez de me faire des suggestions et au fur et à mesure j'essaierai d'aider toutes ces personnes qui se battent pour que l'espace public stimule l'intelligence. Et encore une fois, je sais qu'à ce stade ce sont de tout petits montants, mais vous allez voir, le projet va prendre, vous allez voir ce que c'est qu'un vrai capitaine d'industrie. Il nous reste maintenant à investir le reste parce que l'objectif évidemment c'est que les petits intrigants financent ma retraite, que je puisse capitaliser sur les énergies négatives en espérant que ça inspirera d'autres créateurs. Quoi qu'il en soit, voici l'état de mon portefeuille qui est sur l'application Bucks. Je précise que c'est pas de placement de produit, il ne me paye pas pour ça, mais bien sûr, si un jour il décidait de me payer, je ne dirais pas non, parce que l'objectif dans ce format, c'est évidemment de faire grandir notre fonds d'investissement, c'est d'augmenter notre pouvoir d'action sur le monde. Alors, avec cette somme, je vais pas pouvoir faire de folie évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer ma position dans l'ETF qui rassemble à l'échelle mondiale les entreprises qui sont les plus vertueuses en termes de responsabilité sociale et environnementale. Hop, et voilà, c'est envoyé. Et là encore, on commence petit, mais vous allez voir que ça peut très vite monter. Et voilà le travail. Prenez bien soin de vous, respectez toujours vos frères humains, engagez-vous pour les connaissances et les compétences.